Il y a une histoire qui me donne la chair de poule en la racontant. À l'époque, j'étais dans une fraternité, j'en étais le président. C'était mon premier semestre en tant que président. On a 2 promotions de nouveaux membres par an. C'est notre mandat, puis un autre président prend la relève. Et ce que nous savions, et c'est très intéressant du point de vue du comportement humain, c'est que à chaque fois que nous commencions une nouvelle promotion, dans les 10 à 14 jours, comme sur des roulettes, ils se regroupaient tous et se révoltaient. Ils disaient: on ne veut plus le faire. Ce n'est pas pour ça qu'on a signé. C'est bien plus dur que ce qu'on pensait. Ils s'attendaient en juste à faire la fête avec nous. Cela vous montre aussi combien de temps il faut aux gens pour s'adapter à une situation beaucoup plus difficile. Je vais vous dire ce qui se passe après. Après qu'on ait eu cette discussion, et je vais vous dire comment je l'ai expliqué quand j'étais président, tout à coup, tout disparaît. Parce que leurs attentes de la réalité ont été complètement réinitialisées. Nous brisons leur réalité. Les 10 à 14 premiers jours sont si douloureux pour eux parce que c'est un tel contraste. Ils ne peuvent pas boire, pas parler aux filles. Les seules personnes à qui ils peuvent parler sont les frères, ou entre eux, et nous sommes méchants avec eux. Donc, ils ne peuvent vraiment se parler qu'entre eux. Le but est de les rapprocher, parce que c'est un groupe de gars qui ne se connaisseront pas. Et en 8 à 12 semaines, nous devons faire en sorte qu'ils repartent comme une seule unité. Des gens qui savent tous les uns des autres, qui se font confiance. Pour ça, ils devaient apprendre tout sur tous les autres membres de la maison. Chaque nouveau devait faire quelque chose pour impressionner un frère et obtenir sa signature, comme pour dire « je t'approuve ». Et il fallait obtenir la signature de chaque frère avant la fin. C'est là que ces quêtes secondaires devenaient aussi folles qu'on peut l'imaginer. Il y avait beaucoup de bizutage à l'époque, ce qui n'est pas drôle. Beaucoup de nuits blanches et de choses comme ça. Et on passe de faire la fête avec des filles, d'être au sommet du monde, à le lendemain, c'est littéralement comme ça que ça se passe, la rupture avec la réalité. Nous organisons une énorme fête pour lancer la nouvelle promotion. Le lendemain matin, ils se réveillent en tous. Tous ont dormi à la maison, c'est une des exigences. Ils ont tous la gueule de bois. Et on leur dit: super, nettoyez. Ils sont là. Quoi? Parce que jusqu'à présent, ils n'avaient jamais nettoyé après une fête. Ils ne faisaient qu'aller aux fêtes, voir les filles et partir. Et tout à coup, ils sont là à nettoyer du vomi dans un coin, avec la gueule de bois, et ils se sentent terriblement mal. Bref, après 2 semaines de ça, ils se sont regroupés et ont voulu me rencontrer. Ça arrive toujours, ils veulent se rencontrer sur leur terrain. Je leur dis: d'accord les gars, qu'est-ce qui se passe? Et c'est juste moi et mon vice-président face à 25 gars. Il y a beaucoup plus d'eux que de moi. Alors, je leur ai juste posé quelques questions. J'ai dit: qui ici, avant de commencer, voulait faire partie de cette maison? Les gars ont levé la main. Ok, compris. Qui ici pensait que ce serait facile? Personne. Qui pensait que ce serait difficile? Ils ont levé la main. J'ai dit: les gars, voilà ce que ça fait d'être dans le dur. Et tout à coup, il y a eu comme un grand soupir de soulagement dans la pièce. Leurs attentes ont été réinitialisées. C'est normal. Vous vouliez ce truc, vous vous attendiez à ce que ce soit difficile. La réalité correspond maintenant aux conditions. Voilà ce que ça fait d'être dans le dur. Et tout à coup, c'est comme s'ils avaient eu la permission de se sentir mal. Et en ayant la permission de se sentir mal, ils ont arrêté de se sentir si mal. Ils se sont dit: c'est juste mon nouveau monde. Vous donnez 8 semaines, vous obtiendrez 3 ans et demi. D'autres personnes vont vous conduire tard le soir. D'autres personnes nettoieront après vous. C'est un bon investissement. Ce concept, cette citation, viennent tous les deux de cette expérience. C'est là que la plupart des gens abandonnent, et c'est pourquoi ils ne gagnent pas, est aussi une belle source de motivation. J'ai passé un peu de temps avec Goggins et Cam Hanes. Cameron Hanes, un chasseur à l'arc extraordinaire. Il a écrit «Ça doit être bien» derrière le rack de musculation dans son garage. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit: c'est parce que tout le monde dit ça doit être bien d'être toi, Cam. Ça doit être bien d'être sponsorisé par les meilleures marques et d'aller chez Rogan. Il m'a dit ça doit être bien pour toi d'être en coulisses à l'UFC. J'ai vu ce que ce gars fait. Il prend un rocher qui pèse environ 80 livres avec le mot imposteur écrit dessus parce que les gens le traitent d'imposteur. Il le porte en haut d'une colline, sans fanfare à la fin, sans ligne d'arrivée. Il ne le poste pas sur les réseaux sociaux. Et il le redescend. Il fait ça juste parce qu'il a besoin de se rappeler qu'il fait des choses difficiles. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent, et c'est pourquoi ils ne gagnent pas. Combiné avec «voilà ce que ça fait d'être dans le dur», ça justifie que les choses soient difficiles. Je m'inquiète parfois, et je le vois aussi en moi, qu'on puisse être si bon à gérer la souffrance qu'on se pousse un peu trop loin. On se dit: je commence à porter plus de fardeau que je ne peux en supporter. L'art de ne pas s'épuiser est quelque chose que vous devez vraiment apprendre à ressentir. Et réaliser ce qui se passe quand vous commencez juste à frôler le fond et à vous dire: ok, je vais juste lever le pied. 90% des podcasts ne dépassent pas l'épisode 3. Et sur les 10% qui le font, 90% ne dépassent pas l'épisode 20.
Donc, en faisant 21 podcasts, vous êtes dans le top 1% de tous les podcasteurs de l'histoire. Voilà ce que ça fait d'être dans le dur. Et ce n'est même pas dur, c'est juste être constant. Quand j'entends des statistiques comme ça, je pense juste que c'est si facile de gagner. Vraiment. La plupart de la douleur que les gens ressentent est purement dans leur propre esprit. Il y a une différence intéressante entre l'épuisement et la difficulté. Pour moi, l'épuisement, c'est quand mon rendement par unité de temps diminue. C'est mesurable. Je peux dire le nombre de pages que j'édite ou la qualité du contenu que je crée. L'équipe sait quand, après 6 ou 7 heures d'enregistrement, je commence littéralement à m'affaisser. Je ne suis plus aussi vif. Il y a ça et il y a l'épuisement émotionnel, que les gens confondent souvent avec l'épuisement. En réalité, c'est juste qu'ils ne savent pas comment recadrer la réalité. En fait, ils ont reçu un commentaire sur un post qui les a dérangés. Ce n'est pas « ce truc ne marche pas ». C'est « attends, quelle est la voix qui passe vraiment ? Quel est le vrai problème ? Eh bien, il y a ce commentaire. D'accord. C'est embarrassant de devoir le dire, mais quand vous le dites, vous l'admettez. Et tout à coup, vous le mettez en lumière et la honte commence à s'évaporer. Parce que vous pouvez le nommer et vous dire « est-ce que ce commentaire est plus grand que mon avenir ? Est-ce que ce commentaire est plus grand que moi ?» Une des choses qui m'a aidé, c'est de me demander « qu'est-ce qui est vrai là-dedans ?» Connaissez-vous Byron Katie ? La première question qu'elle vous pose est « est-ce vrai ?» Comment savez-vous que c'est vrai ? C'est la même chose. Sortez-le de l'ombre, mettez-le à la lumière. Et si on l'affrontait et qu'on se disait « et s'ils avaient raison ? Et alors ?» Parce que je pense que beaucoup d'efforts sont consacrés à essayer de nier la réalité. C'est vrai, j'ai de grandes oreilles. Et alors ? S'ils disent « tu n'as pas le droit de créer du contenu », ont-ils raison ? Ok, et je vais quand même le faire. Parce que une des choses que j'avais au début de ma carrière, c'est que je ne pensais pas être une bonne personne. J'avais cette idée. Et une des choses qui m'a apporté beaucoup de soulagement, c'est de me dire « d'accord, mais je peux quand même faire les choses qui créent le succès, ne pas le mériter, et l'obtenir quand même. » Et ça m'a semblé très puissant. Parce que c'était comme si je n'avais pas à mériter le succès, je pouvais juste faire les choses qui l'obtiennent. Je déteste le mot « mériter » pour commencer. Mais ce concept a été super puissant pour moi. Et si les commentaires avaient raison ? Et si ça faisait de moi une mauvaise personne ? Et si c'est le cas ? On en revient à la base, qui est qu'il n'y a que des actions. Il n'y a que ce que vous allez faire en réponse à cela. Goggins a dit ceci et ça m'a donné des frissons. C'est si facile de réussir de nos jours parce que les gens sont faibles. Dana White le dit aussi. Je dis à mes enfants, c'est si facile. Si vous êtes ne serait-ce qu'un sauvage du week-end, vous allez écraser ces gamins. Pour chaque personne qui aime critiquer la mentalité de victime du monde moderne, d'accord, vous pouvez vous en prendre aux gens qui disent que le monde est contre eux. Mais comment cela devrait-il influencer votre façon d'agir ? Ce que vous dites, c'est que tout le monde est faillible, faible, fragile. Comment cela influence-t-il vos actions ? La façon dont vous devriez agir, c'est « putain, si j'ai ne serait-ce qu'un minimum de résilience, cela rend l'environnement du marché tellement plus facile pour moi, que je veuille la fille, la maison ou réussir dans n'importe quel domaine. La barre est si basse. » Cela rejoint l'un de mes tweets préférés. Vous restez dans la pauvreté jusqu'à ce que vous appreniez la première leçon de la pauvreté, qui est en 2 mots, ma faute. Quand j'étais plus jeune, j'étais très en colère contre mes parents, comme beaucoup de gens. Justifié ou non, peu importe. J'étais très en colère. Et je les blâmais pour les malheurs de ma vie. Et j'ai réalisé à 19 ans que ces personnes que je détestais, je leur donnais tout le pouvoir sur le fait que je n'étais pas la personne que je voulais être. Je me disais que c'était de leur faute. L'idée que j'avais réellement donnée à ces personnes que je détestais le pouvoir sur mon succès m'a finalement rendu malade. C'est ce qui m'a permis de pointer le doigt accusateur vers l'intérieur et de dire « ma faute », et au moins de prendre la responsabilité. Peut-être que votre père ne vous a pas assez serré dans ses bras ou que votre mère n'était pas présente. Si vous avez souffert d'inégalités raciales de genre, si vous êtes né au Bangladesh, si vous avez été abusé toute votre vie, vous seriez complètement justifié de ne pas atteindre les choses que d'autres personnes qui n'ont pas eu ces désavantages ont atteintes. Et je dis ça en tant que mec blanc né en Amérique d'un père médecin. Je comprends ça. Mais au même degré, vous avez une opportunité que Chris ni moi n'avons. C'est que vous pouvez être une inspiration pour les gens qui ont vécu la même chose et qui ont réussi malgré ces circonstances. Parce que je peux vous promettre qu'il y a quelqu'un qui a eu pire et qui a fait mieux. Et je pense que ce seul point de preuve, vous pouvez être ce point de preuve très local dans votre communauté. Dès que nous nous débarrassons de ça, le pouvoir suit le doigt accusateur. Partout où vous pointez le doigt, le pouvoir suit. Si vous le pointez sur le gouvernement a le pouvoir. Si vous le pointez sur votre conjoint et dites que c'est de sa faute si vous n'êtes pas en forme, vous leur donnez tout le pouvoir.
jusqu'à ce que vous disiez « c'est de ma faute ». C'est aussi la responsabilité. Et si ce n'est pas votre faute, ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas courir de marathon parce que j'ai perdu ma jambe à la naissance. Soit vous n'essayez jamais, soit vous mettez la prothèse et vous le faites quand même. Documenter votre business est peut-être la chose la plus importante que vous ferez dans toute votre carrière pour gagner plus d'argent. Après avoir tout perdu pour la deuxième fois dans ma carrière, cette expérience a été si douloureuse que je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à répéter les mêmes erreurs. Alors je me suis dit que je devais trouver un moyen d'en tirer des leçons. Et donc, dans les 3 mois suivants, j'ai lancé mon podcast. L'intention derrière ce podcast était d'apprendre à documenter ce que je faisais, ce à quoi je pensais et les problèmes dont je souffrais à ce moment-là. J'ai toujours pensé que le concept d'avoir un vlog à la Jeff Bezos, où une fois par semaine il dirait « Voici ce à quoi nous sommes confrontés chez Amazon jusqu'à son état actuel » aurait été si précieux. Et j'ai toujours cru que j'atteindrais ce niveau un jour. Alors, délirant ou non, je me suis dit « Pourquoi ne pas commencer maintenant ?» J'ai donc commencé à documenter mes erreurs et mes succès. Et une chose intéressante s'est produite, depuis ce moment jusqu'à maintenant, je n'ai plus tout perdu. Et nous avons construit une valeur nette de plus de 100 millions de dollars, probablement beaucoup plus que cela, mais juste pour les besoins de cette vidéo au cours des 7 années suivantes. Je suis en affaires depuis 13 ans, mais j'ai tout perdu 2 fois à mi-parcours. S'assurer que j'ai tiré les bonnes leçons de mes erreurs a été, je pense, l'un des facteurs les plus importants qui m'ont permis d'avancer à un rythme aussi rapide. Que vous le documentiez par vidéo, par podcast ou par écrit, je ne pense pas que cela importe. J'ai d'ailleurs fait les deux. J'ai commencé avec un podcast, mais les idées pour ce podcast venaient d'un fil de discussion par email que je m'adressais à moi-même. Chaque année, je lançais un nouveau fil d'email intitulé « Leçons et échecs » et l'année. Il contenait des centaines d'emails à moi-même, et ce n'était que de petits extraits, 1 ou 2 phrases, comme « Oh oui, j'ai eu cet entretien avec cette fille, elle a fait cette chose, je pense que c'est génial. » Et 6 mois plus tard, quand je découvre que cette personne vole, je me dis « Oh, cette chose que je pensais bonne n'est en fait pas bonne. » J'avais donc ces histoires continues et en boucle sur ce que je pensais qu'il allait se passer et ce qui se passait réellement. Et ça m'a permis d'avoir un pouvoir de décision beaucoup plus clair à l'avenir parce que je me suis dit « Attends une seconde, j'ai déjà vu ça et je sais comment ça se passe. » Et ça s'est produit de plus en plus souvent. L'entrepreneuriat, c'est comme un jeu vidéo avec des niveaux. Si vous avez déjà repris un vieux jeu vidéo, vous le terminez très rapidement jusqu'au niveau dont vous vous souvenez, puis vous arrivez à un niveau que vous ne connaissez pas et c'est de nouveau très lent. Je pense que l'entrepreneuriat est un peu pareil, car on se dit oh, je sais où est ce nid de poule, oh je sais où aller chercher les munitions supplémentaires, je sais comment faire ça, je sais à quoi devrait ressembler un directeur des ventes, je sais à quoi devrait ressembler un directeur marketing. Oh, je n'ai jamais fait de publicité Facebook avant. Lent, et puis vous mourrez, et vous réapparaissez encore et encore. Et finalement, vous y arrivez. Et la prochaine fois, vous battez les 6 niveaux, puis vous battez aussi le niveau Facebook, et vous vous dites, d'accord, maintenant on va faire des publicités YouTube. L'entrepreneuriat est très similaire, mais il y a tellement de choses qui se passent chaque jour dans les affaires que si vous n'avez pas un moyen de cristalliser les connaissances, de documenter ce que vous avez fait, vous ne développez pas ce répertoire, du moins pour moi, pas aussi facilement. Parce que la nuance de ce dont je me souviens s'estompe. Je ne me souviens pas de la grande avancée. Je sais juste que ça a marché. Mais je veux savoir pourquoi ça a marché, de sorte que lorsqu'une nouvelle situation se présente, je puisse savoir comment augmenter la probabilité que ça se reproduise. Aujourd'hui, je fais ça publiquement avec des formats courts et longs et des tweets. Mais fondamentalement, ce qui m'a poussé à le faire au début, c'est l'avantage secondaire que les gens le regarderaient, mais l'avantage principal était que mon « moi » futur pourrait s'y référer et savoir où j'en étais à ce moment-là, avec quoi je luttais, les croyances que j'avais. Et c'était probablement le plus intéressant. Si j'ai eu une période où je cartonnais, comment est-ce que je voyais le monde et est-ce différent de maintenant? C'est presque comme avoir une machine à remonter le temps. C'est comme, ok, si tout d'un coup je me retrouve dans une série de défaites, je vais retourner à l'époque où je gagnais et je vais regarder certaines des choses que je faisais alors pour pouvoir les garder en tête. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est différent entre ces deux choses? Mais si je n'ai pas ça pour me référer, alors je dois juste me fier à ma mémoire. Mais ma mémoire dans l'état actuel est faussée par ma situation actuelle. Je veux donc pouvoir avoir une source où je peux revenir à la vérité, et la vérité étant simplement des choses qui sont documentées. Je vois cela comme un très gros problème pour de nombreux propriétaires de petites entreprises, ou même pour les propriétaires d'entreprises en général, c'est qu'ils font une erreur mais en tirent la mauvaise leçon. Le docteur Burgman en a parlé en disant qu'il est pire de réussir sans savoir pourquoi que d'avoir échoué et de savoir pourquoi correctement. C'est ma paraphrase, mais cela m'a frappé la première fois que je l'ai entendu. Je pense que la raison pour laquelle cela m'a frappé, c'est qu'il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi le lancement de Gym Launch avait été si réussi au début. Évidemment, pour moi, je me disais, j'ai 27 ans, j'ai gagné 17 millions de dollars de revenus la première année. Ce n'était pas le chiffre d'affaires, c'était le profit, au cours de mes 12 premiers mois d'activité. Je suis tellement génial.
Nous attribuons si rapidement l'échec à des circonstances extérieures, mais nous n'attribuons pas le succès à des circonstances extérieures. J'avais un certain nombre de choses qui marchaient bien pour moi à ce moment-là. J'avais des publicités Facebook qui étaient super bon marché, ce qui rendait le matériel que nos salles de sport utilisaient super bon marché et super rentable pour moi d'acquérir des clients en tant que propriétaire de salle de sport. C'était aussi super bon marché et super rentable. Et j'avais ces choses qui fonctionnaient. Je me disais, je suis juste un si bon marketeur. Mais ce n'était pas ça, car des années plus tard, lorsque cet arbitrage a disparu, la même chose se produit-elle ? Ce qui s'est passé, c'est que Jim Lunch a dû évoluer d'une entreprise basée sur l'arbitrage à une entreprise basée sur l'exécution. Et moi, j'ai réalisé, pourquoi ça ne rapporte pas comme avant ? C'est parce que le contexte a changé. Je suis donc devenu un bien meilleur entrepreneur, malgré le fait que le revenu net ait diminué. Apprendre de cela est à la fois humiliant, mais aussi la seule chose que l'on puisse faire pour s'améliorer. Si nous nous considérons comme l'actif que nous construisons tout au long de notre vie, que nous finirons par encaisser à la fin et mourir de toute façon, alors s'assurer que je tire la bonne leçon de la cicatrice est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire pour avancer plus vite. Quand on regarde cette personne rejouer ce jeu vidéo quand elle le connaît, ce n'est pas qu'elle va super vite, elle ne fait juste pas le mauvais virage. Elle va directement chercher les munitions, elle évite les nids de poules, elle évite aussi les méchants. Elle frappe le dragon au bon endroit, parce qu'elle sait où il est, parce qu'elle est morte 20 autres fois en frappant la mauvaise partie du dragon. C'est un mouvement plus efficace, ils ont moins de mouvements gaspillés. Et je vois l'entrepreneuriat de la même manière. Ce n'est pas que les entreprises que j'ai sont tellement plus grandes que celles que j'avais avant et qu'elles grandissent tellement plus vite. C'est parce que je sais comment traverser rapidement leur premier niveau, grâce à ce que j'ai documenté auparavant. Voici à quoi ça ressemble quand c'est faux. Je parle à un propriétaire de petite entreprise et je lui dis « Eh, tu sais, j'ai embauché un vendeur et ça n'a pas marché. » Et je lui réponds « Cool, alors qu'est-ce que tu en as appris ?» C'est toujours l'une de mes questions préférées. « Qu'est-ce que tu en as appris ?» Et je me pose cette question à moi-même. « Qu'est-ce que tu en as appris ?» Avec cet individu en particulier, il dirait « Personne ne peut vendre comme je peux vendre. » Je répondrais « Je pense que vous avez peut-être tiré la mauvaise leçon de cette erreur. » Et la seule chose pire que l'erreur, c'est de tirer la mauvaise leçon de l'erreur, parce que vous êtes alors voué à la répéter. Un sot n'apprend jamais de ses erreurs. Une personne bête apprend de ses erreurs un jour. Une personne intelligente apprend une leçon d'une erreur. Une personne très intelligente apprend plusieurs leçons d'une erreur. Un homme sage apprend des erreurs des autres. L'homme le plus sage apprend aussi de leur succès. L'idée est que si nous y pensons comme un continuum de la façon dont nous pouvons nous déplacer plus efficacement dans la vie et obtenir plus à chaque mouvement, c'est de nous assurer que nous sommes comme cette personne qui joue aux jeux vidéo, qui, lorsque nous revenons en arrière, sait quel nid de poule éviter. Imaginez si vous jouiez au jeu et que vous vous disiez « Oh, j'ai tué ce type parce que je l'ai frappé au bon endroit. » Et vous pensiez que le bon endroit était ici, mais la vraie chose était que vous aviez une certaine flèche que vous aviez ramassée plus tôt dans le jeu. Et lorsque vous rejouez au jeu, vous ne pensez pas que c'est une question de flèche, vous pensez que c'est une question d'endroit. Et donc, vous frappez à nouveau l'endroit, ça ne marche pas. C'est parce que vous avez attribué le succès à la mauvaise leçon. Je vois cela arriver beaucoup. Je pense que c'est l'une des erreurs les plus courantes dans l'entrepreneuriat. Les gens extrapolent simplement leur vision actuelle du monde sur l'erreur. Mais fondamentalement, les gens qui sont meilleurs en affaires voient les affaires plus clairement, ils peuvent reconnaître l'erreur plus facilement et ils ont raison parce qu'ils ont un pouvoir prédictif élevé. Ce qui signifie que s'ils veulent que cette chose se reproduise, ils peuvent prédire que cela se produira ou ce qu'il faudrait pour que le dragon meure. Parce qu'ils avaient la bonne chose, ce n'est en fait pas l'endroit ou la flèche, ce sont les deux. Et seulement quelqu'un qui a vécu ces deux expériences. La prochaine fois, ils sont venus avec les bonnes flèches, ils ont frappé à un endroit différent, ça n'a pas marché non plus. Donc, c'est la combinaison de choses. Et souvent, ce n'est pas une chose, ce sont 2 ou 3 choses qui doivent se produire en même temps pour que le résultat se produise. Quand j'ai lancé Alan, ma 3e entreprise dont j'étais PDG, vous pouvez déjà voir mon sourire à cause de l'erreur évidente que je commettais. Alan était une entreprise difficile. Je n'avais jamais fait de logiciel auparavant, je n'avais jamais développé de logiciel auparavant, je n'avais jamais eu d'ingénieur auparavant, de conception de produits, d'expérience utilisateur. Je ne connaissais rien de tout cela. Je me disais que je connaissais le problème et que j'avais une adéquation produit-marché parce que je savais exactement ce qu'il fallait construire et que j'avais tout un public à qui vendre. 1. Le logiciel est difficile. 2. Vous ne voulez pas entrer dans une guerre des fonctionnalités avec des concurrents en logiciel qui peuvent facilement copier toutes les fonctionnalités que vous avez. Vous voulez donc avoir d'autres éléments dans votre entreprise qui vous donnent une sorte de fossé, qui vous protège d'une course vers le bas et d'une guerre des fonctionnalités. La principale, probablement la plus grande leçon que j'en ai tirée, a été une nouvelle leçon de la femme en robe rouge. La raison pour laquelle je suis si véhément à propos de la femme en robe rouge, c'est que de toutes les erreurs que j'ai dû apprendre, elle a été la plus sournoise et la plus perverse, et celle dont j'ai dû apprendre la même leçon encore et encore et encore.
Et je dirais que je suis à un certain degré honteux du nombre de fois où j'ai dû apprendre à ne pas poursuivre la victoire de la femme en robe rouge. Et c'est comme si, à chaque fois, elle est noire, maintenant elle est asiatique, maintenant elle est blanche, et maintenant elle est grande, maintenant elle est petite. Parfois, elle porte une robe courte, parfois elle n'est pas rouge, elle est marron, parfois elle est couleur mangue fanée. Mais à chaque fois, je me dis, non, 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 cette fois, c'est différent. Et vous pouvez probablement le dire, comme si vous avez cet ami qui sort avec la même fille encore et encore, il se dit, non, non, cette fille est différente. Vous vous dites, mec, c'est la même chose. C'est comme une fille super active, tu sais, super tatouée, avec des problèmes de papa, peu importe, c'est comme si vous utilisiez le même livre de stratégie, mec, ça ne marche évidemment pas pour toi. Évidemment, je n'ai aucun problème avec personne qui ressemble à ça, je dis juste ça à titre d'exemple. La principale leçon que j'ai tirée d'Alan, c'est que c'était le seul désaccord que Léa et moi ayons jamais eu, et c'était en fait un désaccord commercial, ce que je trouve hilarant. Elle ne pensait tout simplement pas que nous avions la capacité de prendre une autre entreprise et de le faire. Et j'ai soutenu qu'elle devait voir plus grand, et que nous devions prendre de gros risques, et tout ça. Et j'ai fini par la dépasser, et ce fut une terrible décision pour un certain nombre de raisons. Mais l'une des plus importantes était que mon opérateur n'était pas d'accord. Même si elle n'était pas ma femme, la personne qui allait diriger cette chose n'était pas d'accord avec cela et me disait, me criant littéralement, qu'elle était tellement débordée par les entreprises actuelles que d'en prendre une autre ferait souffrir l'une d'elles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc ça n'avait rien à voir. Et si j'avais seulement fait ça, alors nous l'aurions développée et elle serait devenue une entreprise gigantesque. Il n'y a rien de mal avec le concept derrière l'entreprise. Et souvent, pour tout le monde, il n'y a souvent rien de fondamentalement faux avec le concept derrière l'entreprise. Vous avez un service ou un problème que vous résolvez pour un client spécifique. C'est juste tout le reste. Et être capable de reconnaître, oh, ce n'est pas à quoi ressemble un directeur des ventes. Mais jusqu'à ce que vous embauchiez cette personne, que vous la laissiez gaspiller des pistes pendant 6 mois, puis qu'elle échoue, puis que vous embauchiez un autre directeur des ventes, et encore 6 mois sans croissance parce qu'il ne conclut pas comme il le faut. Et puis, au 3e essai, quand vous le trouvez enfin, vous vous dites, oh, c'est à ça que ressemble un directeur des ventes. C'est ce que fait un directeur des ventes. Et puis, devinez ce qui se passe? À partir de ce moment-là dans votre vie, vous savez comment battre ce niveau. Vous placez donc rapidement le bon directeur des ventes dans votre 2e entreprise, votre 3e entreprise ou quoi que ce soit d'autre, ou une nouvelle division de l'entreprise. Parce que vous savez à quoi cela ressemble quand c'est bien. Je pense que c'est comme, d'accord, je sais comment tuer le dragon. Parce que le directeur des ventes ne peut pas seulement être charismatique, il doit aussi avoir des systèmes, des choses, et il doit faire les deux, et il doit se soucier des gens, ou peu importe. Ce n'est donc généralement pas une ou deux choses, c'est généralement une poignée. Et c'est ce qui rend les affaires complexes. Essayer de se souvenir de tous ces petits détails est si difficile qu'il est devenu si important pour moi de documenter ces choses. Et vous obtenez un double avantage lorsque vous documentez, c'est que vous en faites du contenu. Vous pouvez donc à la fois construire votre marque personnelle, si cela vous intéresse, et bénéficier de la documentation des leçons, ce qui est le véritable avantage en tant qu'entrepreneur. Et je trouve ça intéressant parce que beaucoup de gens, beaucoup de propriétaires d'entreprises qui créent du contenu, me demandent comment je trouve des idées de contenu. Et j'ai toujours trouvé que c'était une question stupide parce que j'ai toujours tellement de choses à raconter. Et je pense que c'est parce que la chose la plus facile à raconter, ce sont les nouvelles. Vous regardez simplement ce qui se passe et vous en faites des commentaires. C'est pourquoi de nombreuses chaînes ou personnes, avec le temps, se transforment en simples reporters d'actualité avec des commentaires. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Je préfère parler de mes propres nouvelles, car la vie est toujours en mouvement. J'ai donc aussi des problèmes. Et à moins que vous n'ayez aucun problème dans la vie, ce que je ne pense pas que quiconque regarde ceci n'ait, vous parlez des problèmes auxquels vous êtes confrontés en ce moment et de la façon dont vous les abordez. Et vous le faites aussi un peu en aval, si vous ne vous sentez pas vulnérable, c'est bien. Parce que parfois, il y a des choses dans les affaires dont vous ne pouvez pas parler, si vous avez des problèmes d'employés. Je suis en train de gérer Daniel qui est derrière la caméra en ce moment, et je me dis, j'ai ce problème avec ce vidéaste. Alors je ne peux probablement pas en parler tout de suite. Mais si je pouvais en parler 3 mois plus tard, littéralement, si nous avons résolu quelque chose et que 3 mois plus tard, je dis, Dan et moi, nous avions ce problème, mais nous avons trouvé une solution. On parle un peu en différé et de cette façon, on ne risque rien, ni les relations avec les clients, ni quoi que ce soit d'autre. Mais on parle de ses propres nouvelles plutôt que des nouvelles générales. On aura toujours une source de contenu, et cela vous permettra de documenter vos erreurs et vos succès commerciaux afin que vous en tiriez les bonnes leçons. Et laissez-moi vous dire à quel point c'est puissant. J'ai dîné il y a des années avec un entrepreneur qui avait vendu une entreprise de e-commerce et avait réalisé la majorité de ses ventes sur Amazon. C'était les débuts d'Amazon, où l'on pouvait à peu près lister un produit et il se développait simplement parce qu'il y avait des astuces de critique et toutes sortes de choses. Nous avons dîné avec cet entrepreneur et je me souviens qu'il avait dit
N'est-ce pas fou que vous ne puissiez plus jamais avoir une entreprise aussi prospère que celle-ci? C'est parce qu'il attribuait tout ce qu'il avait dans sa vie à la chance que les choses se soient déroulées en même temps. La réalité était que pour lui, c'était vrai, et pour nous aussi. Mais nous avions cristallisé les connaissances parce que nous avions voulu étudier ce qui nous rendait efficaces. Depuis ce moment-là, il n'a pas eu d'entreprise plus prospère que la première qu'il a eue. Nous avons eu toutes les entreprises suivantes qui ont eu plus de succès que la première que nous avons eue. Et la différence était, avez-vous documenté les leçons? Jouez-vous juste à un jeu vidéo qui est le même jeu, mais vous agissez comme un nouveau personnage, comme si vous n'y aviez jamais joué auparavant, parce que vous n'avez jamais écrit ce que vous deviez faire lorsque vous arriviez au premier boss ou au premier nid de poule, et je pense qu'il est tout aussi important, comme je l'ai dit, d'étudier vos succès. Le lancement de nos compléments pour Prestige Labs a probablement été le lancement le plus réussi en termes de propreté, sans aucun problème. Et la différence entre ce lancement et certains des autres, c'est que mon opérateur était à bord, l'équipe avait été entièrement formée, nous avions une phase alpha, une phase bêta, nous avons résolu tous les problèmes du processus. Je les ai laissés fixer la date du lancement. Nous avions suffisamment de personnel, nous étions formés, nous avions du stock, nous avions tout. Nous avions résolu tous les petits problèmes. Et le premier mois, nous avons réalisé 1,7 million de dollars de revenus récurrents, ce qui est fou pour des compléments. Ce qui est fou, c'est que j'avais appris de mes erreurs passées. Et donc je me suis dit, comment ne pas les refaire? Et aussi, ça a bien marché, comment puis-je m'assurer de répéter les actions réussies? Comment puis-je m'assurer de cocher toutes ces cases la prochaine fois? Parce que rien ne ressemble au succès, ce qui est l'une des citations préférées de Léa. Elle dit, nous devons nous rappeler qu'il nous a fallu 1 an pour faire cela. Et si nous voulons faire autre chose, nous ne pouvons pas penser, oh, nous avons juste écrasé ça, nous pouvons en écraser un autre. Elle dit, non, le fait est qu'il nous a fallu beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'adhésion, beaucoup de formation, beaucoup de ressources pendant une période prolongée pour que cette grande chose fonctionne la première fois. Et donc, quand nous faisons autre chose, nous devons comprendre que c'est le prix que nous devons être prêts à payer. Et avec ce contexte, on se dit, waouh, d'accord, je sais que pour passer au niveau suivant, ça va me prendre 2 heures. Mais maman veut aller à l'épicerie, alors je ne devrais probablement pas commencer ce niveau maintenant parce que je ne pourrai pas le finir. Avoir le contexte des ressources que je vais devoir y consacrer vous donne une vision plus réaliste du nombre de choses que vous pouvez réellement entreprendre et bien faire. Je pense que cette vision globale a probablement été l'une de mes plus grandes méta-leçons. Une fois que j'ai appris combien de temps il me faut pour bien faire quelque chose, j'ai appris le peu de choses que je peux réellement faire. Ce qui signifie que je dois dire non à presque tout, même si Steve Jobs était célèbre pour avoir demandé ceci à son équipe de direction. À quoi avez-vous dit non récemment? Parce qu'il ne voulait pas que les gens disent simplement qu'ils étaient concentrés. La concentration, c'est tout ce à quoi vous tournez le dos. Il disait que ce n'était pas seulement tourner le dos aux mauvaises idées, ça devait être une idée que vous vouliez désespérément faire, et que vous choisissiez quand même de ne pas faire parce que vous aviez dit que vous alliez rester concentré sur la seule chose qui comptait le plus. Et ça a probablement été l'une des leçons les plus difficiles. C'est l'inverse de la femme en robe rouge pour moi, parce qu'il y a tellement de choses dans le monde des affaires que je veux faire, que je veux essayer. Mais savoir combien de travail il faut pour faire fonctionner une chose très bien, et juste prendre très longtemps pour apprendre ça, c'est qu'on ne peut pas en faire beaucoup. Il faut apprendre à dire non. Et une fois que vous commencez le jeu avec toutes les leçons, vous passez tous les niveaux et vous arrivez à la partie difficile que j'appelle le territoire vierge. Maintenant, c'est comment embaucher un directeur financier? Comment faire une transaction commerciale? Comment contracter des dettes de manière responsable? Comment passer à un nouveau canal d'acquisition? Comment passer de 5 commerciaux à 50? Quel est ce processus? À quoi ressemble un parcours de carrière pour un commercial? À quoi ressemble un parcours de carrière pour le succès client? Est-ce du support client ou du succès client? Où trouver un bon directeur informatique qui peut réellement intégrer tous nos systèmes? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours pensé que nous avons pu grandir si rapidement avec Gymlaunch, bien sûr, nous avions l'arbitrage des trucs Facebook qui se passaient. Mais je suis aussi arrivé avec 6 sites, plus de 30 employés et 8 commerciaux. J'avais l'habitude de 30, 50, parfois 100 ventes par jour dans mon équipe. Et donc, dès que nous avons lancé Gymlaunch, je suis immédiatement monté au niveau de mon incompétence ou à mon niveau de compétence maximale. Je savais ce que c'était que de dépenser 1000 par jour, je savais ce que c'était que de dépenser 3000 par jour, je savais ce que c'était que d'avoir 8 vendeurs qui prenaient des appels toute la journée. Je pouvais donc rapidement évoluer vers cela, c'est pourquoi nous sommes passés de pratiquement rien à 26 millions l'année suivante. Parce que j'étais habitué à ce niveau d'activité. Nous avions plus de 0 sur le prix, mais tout le reste était identique. L'un des plus grands avantages de documenter les choses publiquement, c'est que vous êtes maintenant responsable des leçons que vous affirmez avoir apprises. Je pense donc que si vous réfléchissez aux avantages de documenter publiquement les erreurs et les succès commerciaux, il y a 3 choses. Premièrement, vous le faites pour vous, et cela vous aidera à mieux apprendre la leçon. Et raconter l'histoire la fait rester. Si vous essayez juste de vous souvenir d'une leçon, cela ne s'applique pas.
C'est un peu comme Elon Musk avait ce clip que j'ai envoyé à toute une équipe, mais il parle de la façon dont l'éducation est toute fausse. Ils ont un cours sur une clé à molette et un cours sur un tournevis. Il a dit qu'il ne devrait pas enseigner de cette façon parce que vous n'avez pas de contexte, votre cerveau ne peut pas s'en souvenir. Mais vous avez dit, démontons ce moteur. Maintenant tout le monde regarde le moteur, il dit. Oh, je suppose qu'on aura probablement besoin d'une clé à molette. Mais maintenant, la clé à molette a contextualisé le problème qu'elle a aidé à résoudre, n'est-ce pas? Donc, quand nous racontons les histoires, cela aide à contextualiser le problème que nous résolvons à ce moment-là. De sorte que lorsqu'un problème similaire se présente, lorsqu'une fille en robe rouge apparaît et qu'elle a les cheveux courts, vous vous dites, d'accord, j'en ai déjà eu une comme vous, elle avait les cheveux longs et la robe était plus courte, mais je pense que vous êtes liés. Et donc, vous avez le premier avantage, qui est que vous cristallisez la leçon. Le deuxième est que vous êtes responsable de cette leçon, car il y a des gens qui la regardent et qui se disent, je pensais que vous aviez dit que vous ne vouliez pas faire beaucoup de ces choses, vous ne pouvez pas être PDG de plusieurs choses, n'est-ce pas? Et donc, cela vous tient responsable de cela. Et puis le troisième avantage est que vous en gagnez réellement de l'argent, car les gens s'identifieront à vos valeurs et à vos croyances et diront, j'aimerais faire affaire avec vous. Si vous voyez cela comme un avantage, alors vous ne perdrez pas, car vous ne l'avez jamais fait pour eux au départ. Au lieu de donner une non-réponse à la question, quelle est la seule chose à laquelle vous attribuez une grande partie de votre succès? J'ai en fait quelques réponses. L'une est la question du blocage du temps, dont j'ai fait une vidéo l'autre jour, qui est mon système de productivité ou quelque chose comme ça, un titre YouTube. Mais fondamentalement, c'est la compréhension du temps du créateur-manager, la différence entre ces choses. Mais la seconde, c'est que si je peux maximiser mon temps de créateur-manager, alors je maximise l'unité brute. Mais maintenant, je veux tirer le meilleur parti de ce temps. Et je pense que ce dont je parle aujourd'hui, avec la cristallisation de ces leçons, a probablement été la deuxième chose la plus précieuse que j'ai faite dans ma carrière. Il faut que je prenne du temps pour faire le travail qui compte le plus, et ensuite, je dois documenter les erreurs que j'ai faites, afin que lorsque je fais ce travail qui compte le plus, je travaille réellement sur le travail qui compte le plus. En utilisant l'analogie du jeu vidéo, si Alan était un jeu vidéo et que j'essayais de gagner à ce jeu, j'ai un joueur en coop, ma femme et partenaire commercial, qui ne veut pas jouer au jeu. Il devient très difficile de gagner quand on fait du coop et qu'un joueur ne veut pas jouer ou veut gagner à un jeu différent. Il y a beaucoup de leçons, pas seulement celles que j'ai tirées d'Alan en tant qu'entreprise. Et j'ai tiré des leçons de chaque entreprise que j'ai eue, mais ne pas pouvoir regarder en arrière, parce que c'était il y a si longtemps, augmenterait la probabilité que je sois forcé de rejouer ce niveau, car je ne me souviendrai pas pourquoi j'ai échoué. Si vous deviez appliquer la femme en robe rouge à un scénario de jeu vidéo, ce serait comme essayer de jouer à 2 jeux vidéo en même temps et gagner aux 2. Imaginez à quel point c'est fou. Il y a 2 façons d'y penser. L'une est que vous essayez littéralement de jouer aux 2 jeux en même temps, ce que personne ne gagnera évidemment. Le deuxième scénario pourrait être un peu plus réaliste. Vous alternez entre les jeux. C'est comme un jour vous jouez à ce jeu, un jour vous jouez à cet autre jeu, un jour vous jouez à ce jeu. Mais vous remarquerez qu'en faisant cela, vous êtes un peu rouillé, vous devez vous remettre à niveau, vos mains doivent. Vous devez apprendre les touches, vous êtes juste rouillé. Maintenant, faites ça avec 3 jeux et vous jouez à un jeu, vous savez, ABC, ABC. Eh bien, imaginez le gars qui ne joue qu'à ce gars est votre concurrent. Il ne sera pas 3 fois meilleur que vous, il sera probablement 6 ou 9 fois meilleur que vous. Parce qu'il ne passe pas seulement 3 fois plus de temps sur le jeu lui-même que vous, mais il n'a pas non plus le coût du changement et le coût de se remettre à niveau à chaque fois. Il pourrait donc avoir 6 ou 9 fois d'avance, et vous vous dites, comment ce type me bat-il? C'est parce qu'il ne fait rien d'autre. J'aime penser, comment jouerais-je à ce jeu si je devais gagner, s'il n'y avait aucune option d'échec? Eh bien, je ne jouerais certainement à aucun autre jeu. J'orienterais définitivement toute ma vie autour du jeu vidéo. Je m'assurerai certainement que la nourriture m'est apportée, les boissons me sont apportées, je dors de manière optimale, j'ai tout ce dont j'ai besoin, mon éclairage, tout cela serait optimisé pour que je puisse simplement jouer à ce jeu. Et les gens qui gagnent le plus d'argent en affaires appellent ça le jeu. La raison pour laquelle l'émission s'appelle le jeu, c'est parce que je pense que tout le monde est dans le jeu. C'est juste que beaucoup de gens ne le savent pas. Et dès que vous réalisez que vous jouez à un jeu vidéo avec de l'argent en affaires, alors toutes les mêmes règles s'appliquent. Et vous voulez avoir votre guide de stratégie officiel à côté de vous, avec toutes les leçons que vous avez apprises en chemin. C'est juste que ce jeu a bien plus de 10 touches sur un clavier et bien plus de joueurs, car tout le monde dans le monde joue. Et il n'y a pas de règles, à part ne pas aller en prison. Vous avez donc un véritable jeu en monde ouvert avec de vrais enjeux et des joueurs qui jouent depuis 60 ans et qui vous concurrencent. Je veux donc faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer d'augmenter la probabilité de gagner. Si vous ne documentez pas vos succès, commencez. Si vous ne documentez pas vos échecs, commencez. Vous pouvez aussi ne pas le faire, cela n'a pas vraiment d'importance. Quand je ne le faisais pas, je gagnais beaucoup moins d'argent. Quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent. Je dirais donc de le faire de la manière que vous pouvez.
Que ce soit juste sur Twitter et en tweetant, ou si c'est une chaîne d'email à vous-même, ou des messages audio à vous-même, ou simplement quand vous conduisez, quelle que soit la version de cela. Tant que vous faites de vous le public principal, vous ne vous soucierez pas des critiques, vous ne vous soucierez pas de la performance, vous vous améliorerez simplement. Et je pense qu'honnêtement, après avoir fait 700 et quelques podcasts en solo jusqu'à présent, je me suis amélioré à parler simplement parce que j'y étais forcé. Si vous écoutez mes premiers podcasts par rapport à maintenant, je suis plus éloquent. Comment est-ce arrivé? Parce que je l'ai fait un tas de fois. L'un des traits les plus courants des personnes pauvres est que c'est toujours demain. Elles ne parlent jamais de rien en termes d'aujourd'hui. Il s'agit de commencer demain, le régime lundi, ma résolution du nouvel an. C'est toujours repoussé. Plutôt que de retarder la gratification, ils retardent la douleur. Plutôt que de prendre la douleur maintenant pour le plaisir plus tard, ils prennent le plaisir maintenant et la douleur plus tard. Ils inversent l'équation. Et ils sont surpris quand aujourd'hui est le plus tard d'hier et qu'ils sont dans la douleur. Parce que si la semaine dernière, vous avez dit que vous commenciez votre régime cette semaine, alors c'est maintenant cette semaine, et vous avez retardé la douleur jusqu'à aujourd'hui. Le corps que vous avez en ce moment est le résultat de la douleur retardée que vous vous forcez maintenant à endurer. Et ils sont en quelque sorte surpris lorsque l'addition arrive, qu'ils ont repoussé du passé. La première leçon pour sortir de la pauvreté tient en 2 mots. C'est de ma faute. Je dois l'assumer. Et je pense que ma faute, vous pouvez l'extrapoler à maintenant. Vous devez assumer tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment. Toute la douleur que j'ai traversée, tous les lundis que j'ai manqués, tous les régimes que j'ai sautés, toutes les économies que je n'ai pas faites, tout ça. Ce n'est pas la faute de mon père, de ma mère, de mes circonstances, du pays où je suis né, c'est juste la mienne. Le truc, c'est que les gens croient que parce qu'ils ont un argument solide pour expliquer pourquoi c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, ça les aide d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est tout simplement pas le cas. Parce que tout ce que vous blâmez, c'est là où vous donnez aussi le pouvoir. Si je dis « je ne peux pas réussir parce que ma mère ne m'aimait pas », devinez qui me contrôle? Ma mère. Et si vous remplacez ma mère par une race, un genre, un parti politique, je ne peux pas réussir à cause des lois de Trump. Je ne peux pas réussir à cause de la gauche radicale, à cause du wokisme. Vous donnez en fait à cette chose plus de pouvoir dans votre vie que vous ne vous en donnez à vous-même. C'est très autoréalisateur. Vous obtenez plus de preuves, plus de confirmations. Et plus votre vie est nulle, plus vous êtes confirmé que vous aviez raison. Mais voulez-vous avoir raison sur le fait que votre vie est nulle, ou préféreriez-vous? Il y a un vieux dicton de Zig Ziglar. Il disait « Vous pouvez soit avoir raison, soit être riche ». C'est simple, mais c'est ce qu'il voulait dire. Vous pouvez dire « Tu sais quoi? Tu as raison. Ton père t'a battu toute ta vie et tu n'as pas confiance en toi parce qu'il te disait que tu étais nul tous les jours. Tu as raison. Mais pour être riche, vous devez laisser ça partir. Parce que chaque jour que vous dites « je ne réussis pas à cause de ça », cela signifie que ça vous possède maintenant. Pour moi personnellement, cette prise de conscience que les choses que je détestais le plus au monde, les choses que je blâmais pour que ma vie ne soit pas comme elle était, j'étais leur esclave. Et juste réaliser ça m'a mis en colère. Mais à travers cette colère, j'ai pu dire « Eh bien, au diable ! Je réussirai malgré le fait que mon père ait dit ceci, que ma mère ait dit cela, que Barack Obama ait dit ceci, que Trump ait dit cela, ou que la gauche woke dise quoi que ce soit. Malgré le fait que les cartes soient contre moi, je gagnerai quand même. Pourquoi le fait de dire « c'est de ma faute » et de prendre cette responsabilité commence-t-il à mettre quelqu'un sur la voie de gagner plus d'argent? Si vous pensez au succès en termes de couches, comme des fondations, le niveau de base, c'est de savoir qui a le pouvoir, qui est la source. Parce que si ce n'est pas vous qui êtes à la base, tout le reste s'effondrera. C'est une fondation de sable, sinon on ne peut pas construire par-dessus le fait de blâmer les autres. Rien ne peut tenir sur ça. Vous voyez, du genre « je veux apprendre la vente, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas été assez câliné quand j'étais enfant et donc je n'aime pas les gens ». Tant que vous vous accrochez à ça, votre fondation est en sable. Mais si vous voulez apprendre à vendre, à faire du marketing ou n'importe quoi d'autre, il faut d'abord dire « c'est ma faute si je ne sais pas faire ça et à cause de ça, c'est en mon pouvoir de changer la situation ». Donc, ce ne sont pas les livres sur la vente, ce n'est pas la lecture d'offres, ce n'est même pas vos livres au tout début. Il faut accepter la base, ces 2 premiers mots. Ma faute, ma responsabilité, tout est de moi. Je suis la source. Et une fois que vous avez accepté cette seule chose, et ce qui est fou, c'est que cette seule fondation est littéralement là où 90% des gens ne sont pas. Ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas le faire. La raison pour laquelle ma petite amie m'a quitté, c'est à cause de ça, pas de moi. La raison pour laquelle j'ai perdu mon emploi, c'est que mon employeur était un connard, mon patron était nul, l'économie.
C'est le genre de choses qui ne vous servent jamais. Donnez-moi une seule instance, un seul exemple, pour quiconque m'écoute, un seul exemple où vous avez blâmé quelque chose d'autre et ça vous a rendu meilleur. Un seul. Vous ne pouvez pas en trouver car c'est fondamentalement faux. Donc, vous ne pouvez pas à la fois vouloir vous améliorer et continuer de blâmer. Il faut choisir. Quand est-ce que ça a vraiment fait tilt pour moi? Est-ce que c'est quand j'ai perdu de l'argent? Non. Quand j'avais 19 ans, j'ai dû écrire un essai sur la dépression pour un cours d'introduction à la psychologie. Je ne parle pas beaucoup de ma mère, mais j'avais l'habitude d'être très en colère. J'étais en colère contre tout le monde, j'étais une personne en colère pour toutes les occasions. En d'autres termes, je blâmais tout le monde. Donc je la blâmais pour X, Y et Z. Je me souviens avoir dû écrire cet essai sur la dépression, et il fallait le faire du point de vue de quelqu'un d'autre. Il fallait dire comment leur environnement et leur éducation contribuaient aux résultats de leur vie. En écrivant cet essai, vrai ou pas, pour être clair, sur l'éducation de ma mère et à quel point ça avait été dur pour elle en tant qu'immigrante d'être battue quand elle était enfant, de se faire rabaisser parce qu'elle ne parlait pas la langue, tout ça, et ça c'était dans les années 50, quand c'était plus accepté de frapper les étrangers que de les laisser entrer. Bref, elle a eu une vie difficile, et ça avait du sens. Et quand j'ai vu les choses comme ça, je me suis dit, tu sais, peut-être qu'elle a réussi de façon incroyable compte tenu de ses débuts. Puis je me suis dit, attention, je n'étais toujours pas passé à autre chose. Mais c'est dans ce processus que la première chose qui s'est passée, c'est que quand je suis rentré à la maison pour les vacances d'automne ou d'hiver, je me souviens qu'elle m'a dit quelque chose qui, normalement, aurait déclenché une grosse dispute. Vous savez, vous entrez dans ces routines où on dit ce truc qu'on déteste tous les deux et on se dispute gentiment. Elle a dit la phrase qui déclenche tout et j'ai juste dit, je te comprends, je suis désolé pour ce que tu as traversé. Et elle a eu l'air complètement choquée, puis elle s'est mise à pleurer. Je me suis dit, on est bien, tu ne me mets plus en colère. Et je pense que depuis, pour la plupart, c'est plus ou moins la dynamique qui a changé. Mais avant ça, il y avait aussi l'idée que toutes les relations que j'avais, que je blâmais pour ne pas avoir marché à cause de la dynamique que j'avais avec ma mère, je me suis dit, je suis en train de lui donner ce pouvoir sur ma vie amoureuse, c'est nul. Je me suis dit, eh bien, je préfère dire que c'est à moi de changer et ne pas impliquer ma mère ou mes parents du tout dans mes relations. C'est là que j'ai cessé de dire que c'était sa faute, si mes relations ne fonctionnaient pas, que j'avais des problèmes d'engagement, que je ne voulais pas m'attacher aux gens, que j'avais été blessé avant, etc. Pour dire, ok, poussons ça à l'extrême. C'est vrai, tu ne seras jamais proche de personne. Tu n'auras jamais de relation qui dure. C'est vrai, et alors? Je me souviens, j'étais à une conférence et une dame s'est levée dans le public. Je venais de faire une présentation sur, je ne sais plus comment ça s'appelait, sur des offres. Elle s'est levée et m'a dit, laissez-moi vous donner 6 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas pour mon entreprise. Elle a déroulé sa liste et j'ai fait oui, oui, oui. J'ai écouté toute l'histoire et elle a dit et c'est pour ça que ça ne marchera pas pour mon entreprise. J'ai répondu vous avez raison. Vous ne pourrez jamais faire en sorte que ça marche pour votre entreprise. Elle m'a regardé en colère et a riposté si, si, je pourrais faire en sorte que ça marche pour mon entreprise pour telle raison et telle autre. Le truc, c'est que si on pousse la posture de victime à son extrême, on se rend compte qu'on a raison, on gagne la partie. Mais en ayant raison, on perd tout. C'est une de ces postures que j'adore. Le docteur Kashi dit vous avez 99% raison, mais 100% tort. Ce que ça veut dire, c'est par exemple, si à chaque fois que je ramène une fille à la maison et que je veux l'approbation de mes parents, je la ramène et ils disent ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la bonne, elle n'est pas assez bien, quoi que ce soit. C'est facile pour eux de dire ça parce que chaque personne que vous fréquentez, sauf celle que vous épousez, ils ont raison. Donc 99% du temps, ils ont raison et ils sont confirmés en disant que la personne que vous ramenez n'est pas assez bien, car à chaque fois, finalement, vous rompez. Ça ne va pas durer, ce n'est pas la bonne. Ça continue, non? Mais si vous continuez à faire ça jusqu'à l'extrême, vous avez 100% tort parce que vous finirez par avoir tort. C'est la même chose que de se dire « je veux lancer cette entreprise ». Ça ne marchera pas. La deuxième ne marchera pas, la cinquième ne marchera pas, la septième ne marchera pas, et ils ont raison. Mais ils ont tort sur le long terme car l'une d'entre elles marchera et une des filles ou un des gars que vous ramènerez sera la bonne personne. Mais c'est tellement plus sûr pour eux d'avoir raison encore et ils sont trompés par leur raison à court terme qu'ils manquent en la mauvaise chose à long terme. On se fait ça aussi à nous-mêmes quand on est dans la posture de victime. Je n'aime même pas utiliser l'expression posture de victime, mais quand on est dans la posture d'impuissance, on donne le pouvoir et on a raison sur c'est pour ça que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, cette relation ne marchera pas, ce travail ne marchera pas. On répète
Ça ne marchera pas cette fois non plus, parce qu'on a raison encore et encore. Ça nous fait du bien à court terme, mais à long terme, on garantit la défaite. Je pense qu'il y a aussi un renforcement social. On adore se plaindre de la météo, c'est littéralement la même chose que de ne jamais investir. Si vous voulez investir votre argent, vous avez cette grande pile d'économies. Si vous investissez, il y a toujours la possibilité que ça baisse à court terme, c'est juste la nature des marchés en général. Mais si vous n'investissez jamais, vous garantissez que vous ne deviendrez jamais riche sur le long terme. Et donc chaque jour, vous pourriez prendre ce risque. Vous prenez un petit risque, mais vous garantissez une victoire macro. Vous prenez un petit risque aujourd'hui avec un potentiel de perte aujourd'hui pour la garantie sur le long terme que ça va grandir et vous rapporter de l'argent. Mais l'inverse, c'est que vous ne prenez pas le petit risque de perte aujourd'hui, vous prenez le confort aujourd'hui pour la garantie que vous aurez la grande perte. Et tant de gens vivent leur vie de cette façon, ils échangent le plaisir d'aujourd'hui et ils oublient juste la deuxième moitié de ça, qui est la douleur de demain. Et aujourd'hui, c'est aussi le demain d'hier et nous vivons la douleur que vous avez causée. Vous en êtes le propriétaire. Jusqu'à ce que vous vous disiez « c'est ma faute si je souffre aujourd'hui à cause des décisions que j'ai remises à plus tard, de la douleur pour demain, ou aujourd'hui et ce demain ». J'ai vendu ma dernière entreprise pour 46,2 millions de dollars, c'était Jim Lunch, et l'une des clés était d'apprendre à faire croître les entreprises. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a deux façons de doubler la taille d'une entreprise. La première est de doubler le nombre de clients que vous vendez chaque mois. L'autre est de doubler leur valeur. Cette vidéo vous donnera 7 choses que nous avons faites pour doubler la valeur des clients dans nos entreprises et celles que nous achetons et dans lesquelles nous investissons aujourd'hui. C'est une liste de contrôles que vous pouvez littéralement mettre en pratique immédiatement à la fin de la vidéo. Jim Lunch était une entreprise qui accordait des licences à des propriétaires de salles de sport. Nous avions plus de 5000 emplacements qui utilisaient notre modèle commercial. L'une des choses que j'ai faites dans le processus de consultation, que j'ai apprise en tant que consultant en col blanc pour la sous-traitance de la défense, c'est la façon dont nous découvrions les réponses aux questions difficiles. Nous sondions un grand pourcentage de la population, puis nous trouvions les personnes qui représentaient la solution que nous voulions. Dans ce cas, j'ai regardé tous les propriétaires de salles de sport et j'ai demandé qui était le top 1% des salles avec le taux de désabonnement le plus bas. J'ai dit, si vous avez maintenu cela pendant 6 mois ou plus, dites-moi ce que vous faites. J'ai donc appelé chacun de ces propriétaires. Chacun d'eux m'a donné 30 choses différentes qu'ils faisaient pour réduire le taux de désabonnement et faire en sorte que les gens restent plus longtemps. Mais quand j'ai regardé toutes les données de toutes ces salles de sport qui étaient dans le top 1%, elles faisaient toutes 5 choses. Je vais vous donner ces 5 choses, et j'en ajouterai 2 autres que nous avons décidé de faire et qui ont réduit notre taux de désabonnement de moitié. Ce qui a finalement rendu Jim Lunch vendable. Et nous avons mis cela en œuvre depuis dans toutes les entreprises que nous achetons. La première, ce sont les entretiens de départ. Si vous êtes dans une entreprise où vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas grave, mais je le recommanderais presque. Les entretiens de départ ont quelque chose d'incroyable que nous avons découvert. Les propriétaires de salles de sport disaient que lorsqu'un client voulait annuler, nous l'obligions à faire un entretien de départ. Et nous en discutions dès le début. Quand quelqu'un s'inscrivait, nous disions, juste pour information, si vous décidez d'annuler, nous vous demandons simplement de faire un entretien de départ. La raison principale est que nous pouvons ainsi améliorer le produit. Car si, à chaque fois que quelqu'un annule, nous apprenons quelque chose, avec le temps, nous pourrons combler toutes les petites lacunes de notre produit et les gens resteront. Ce qui se passe, c'est que vous appelez cette personne et vous lui demandez pourquoi elle est si triste. Et généralement, elle a besoin de se défouler. Laissez-moi vous donner la règle du « bateau en colère ». Mon premier ou deuxième mentor en affaires disait que seule une personne peut être le bateau en colère. Voici comment ça marche. Si quelqu'un est en colère contre vous, votre produit ou votre entreprise, la seule façon de résoudre le problème est d'être plus en colère qu'eux. Mais vous n'êtes pas en colère contre eux, vous êtes en colère contre le problème. Ils sont en colère contre le problème, et ils se sentent validés quand vous êtes encore plus en colère. Et devinez ce qui se passe ? Si quelqu'un vient et dit qu'il a eu une expérience terrible, vous répondez « C'est ridicule qu'ils aient eu cette expérience. Je n'arrive pas à croire que vous ayez vécu ça. C'est absurde, nous devons aller au fond des choses tout de suite. Je vous promets que nous allons régler ça pour vous. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Je suis plus contrarié que vous à ce sujet. » Ce qui se passe alors, c'est qu'ils diront « Eh bien, ce n'était pas si grave. J'apprécie, vous êtes un chef d'entreprise, les choses arrivent. Merci beaucoup. » Ils se sentent validés et commencent à essayer de vous calmer. Et devinez ce qui se passe ? Vous gagnez. La moitié du temps, quand nous appelions ces personnes, nous disions simplement que nous étions plus en colère qu'eux et que nous allions nous rattraper. Nous disions « Tout l'argent que vous avez payé jusqu'à présent, je vais vous le donner en crédit pour que vous restiez, pour que je puisse me rattraper. Et si, après cette période, vous n'êtes toujours pas satisfait, pas de souci. Mais laissez-moi au moins essayer de me rattraper. En faisant cela, vous pouvez soit les sauver, soit, s'ils disent qu'ils pensaient avoir plus d'aide, plus de mise en œuvre, plus de soutien, croyez-le ou non,
beaucoup de ces personnes finissent par acheter un produit plus cher. Vous dites, vous savez quoi, c'est notre erreur. On vous a vendu le mauvais produit. Vous avez besoin de beaucoup plus d'aide que ce que nous vous donnons actuellement au niveau argent. Mais vous seriez parfait pour le niveau or, car ce que vous avez décrit comme étant le problème, c'est exactement ce que fait le niveau or. Laissez-moi me rattraper. Laissez-moi prendre tout ce que vous avez payé pour l'argent et le créditer pour l'or. En faisant cela, nous avons transformé un point négatif en un client plus précieux. Et si la moitié de vos clients, ou la moitié de cette moitié, passe à un produit 2 ou 3 fois plus cher, votre perte de revenus disparaît. C'est une décision commerciale très intelligente. La perte de revenus, c'est le montant des revenus que vous perdez. Si vous perdez la moitié des clients mais que l'autre moitié dépense 2 fois plus, vous ne perdez en fait aucun revenu. L'autre moitié vous dit d'aller vous faire voir et part, et c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais si vous pouvez sauver la moitié des gens en ajoutant simplement cette étape, vous réduisez le taux de désabonnement. C'est le numéro 1, les entretiens de départ. Le suivant, c'était les prises de contact. Laissez-moi vous expliquer. J'ai dû arriver à cette conclusion après avoir examiné toutes les données de tous nos emplacements qui fonctionnaient très bien. Beaucoup d'entre eux le faisaient de différentes manières, mais mon hypothèse sur la raison pour laquelle cela fonctionne si bien est qu'ils simulent une vraie relation. La raison pour laquelle la plupart des salles de sport et de nombreuses petites entreprises à revenus récurrents, en particulier dans le secteur des services, stagnent autour de 100 à 150 clients est à cause du nombre de Dunbar. Le nombre de Dunbar est un postulat selon lequel les gens ne peuvent gérer que 150 relations proches ou moyennes dans leur esprit. Au-delà, c'est juste trop de gens. Sans système, vous pouvez généralement gérer environ 150 personnes, ce qui est le plafond de la plupart des entreprises jusqu'à ce qu'elles aient des systèmes. Les prises de contact simulent ce que vous faites pour avoir une relation personnelle avec quelqu'un, mais vous le mettez dans un système. Et la clé de ces prises de contact est qu'elles n'ont pas besoin de concerner nécessairement le produit que vous vendez ou leur expérience en tant que client, mais plutôt de prendre des nouvelles de la personne en général. Et ça n'a pas besoin d'être tous les 14 jours. Et vous n'avez même pas besoin de vendre. C'est un point clé, vous ne vendez pas lors de la prise de contact. Vous vendez le produit, l'abonnement, la souscription. Et ensuite, vous faites ça en plus. Vous en faites plus que ce que vous dites. Vous n'avez pas à leur dire tout ce que vous faites. Vous devez leur en dire assez pour qu'ils achètent. Et tout le reste devient une surprise et un plaisir. Vous pouvez savoir que tous les 14 à 21 jours, vous allez les contacter pour leur demander comment va la vie, ou si leur fille va à l'université, ou comment s'est passé le concert ce week-end. Cela crée une relation, et c'est beaucoup plus facile, vous pouvez noter ça, il est beaucoup plus facile de quitter un abonnement que de quitter une relation. Nous voulons donc faciliter ce lien. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons systématisé cela. Chaque entraîneur avait environ 40 clients dont il était responsable, et il les contactait tous les 14 à 21 jours. Si vous avez 40 clients, cela signifie que vous contactez 10 ou 15 personnes par semaine, ce n'est pas grand-chose. Et vous prenez juste des nouvelles, ce que vous voulez faire de toute façon. Mais en le systématisant, nous avons créé des relations personnalisées à grande échelle et réduit le taux de désabonnement. Cela devient aussi un système d'alerte précoce. Si quelqu'un a un problème, il contacte la personne avec qui il est déjà en communication. Troisième chose, les événements. Il s'agit d'événements pour les membres. Peu importe votre entreprise, que vous soyez agent immobilier, plombier, propriétaire de salle de sport, agence. Organiser des événements pour vos clients montre que vous vous souciez d'eux. Mais plus important encore, vous pouvez aussi en tirer de l'argent. Laissez-moi vous expliquer. Nous avons rendu les événements accessibles à tous. Les clients pouvaient amener leurs amis, d'autres clients potentiels. Et en faisant cela, c'est devenu aussi une source de prospects pour nous. Nous avons donc plus que remboursé les événements grâce aux ventes que nous avons pu faire. Si vous dites, amenez un ami à notre événement, tout le monde amène un ami. Super, vous avez 2 fois plus de monde. Et bien sûr, vous faites une offre folle pendant l'événement pour les amis. Les recommandations valent généralement 2 à 3 fois plus que les clients normaux. Si vous devez payer pour un prospect, ce devrait être les recommandations. Numéro 4, les cartes manuscrites. Je vais vous montrer comment celles-ci fonctionnent ensemble. Nous avons découvert que les cartes manuscrites fonctionnent toutes les 6 semaines environ. Cela coïncide également avec la fréquence à laquelle vous pouvez organiser des événements pour vos membres. Si vous organisez un événement, votre taux de désabonnement augmentera après. Les gens reçoivent beaucoup de valeur et se disent qu'ils en ont eu assez et veulent partir. La clé pour que les événements fonctionnent est la boucle ouverte. Vous devez leur dire quand aura lieu le prochain événement pendant ou juste avant l'événement en cours. Ainsi, ils ont toujours quelque chose à attendre. Sinon, ils obtiendront la valeur et partiront. J'ai appris ça à mes dépens, c'est pourquoi je vous le dis. Ayez toujours la prochaine chose en place. La clé pour que le système de parrainage fonctionne, c'est que vous leur envoyez une carte manuscrite avec leur nom. Vous la signez, vous dites que vous les appréciez. Voici la partie importante. Vous mettez un PS en bas et vous dites « Prenez une photo de cette carte et envoyez-la par SMS à un ami dans une conversation à 3. » De cette façon, leur ami est invité. Vous leur écrivez la carte, vous leur rappelez l'événement à venir.
Cela montre que vous vous souciez d'eux, que vous avez pris le temps. Vous leur offrez un avantage lié au thème de l'événement. Vous dites d'inviter un autre propriétaire d'entreprise, et s'ils ont cette photo à la porte, ils seront admis. Ils reçoivent alors les félicitations de leurs amis pour les avoir invités à un événement gratuit où vous générez des prospects. Vous renforcez la relation avec le client, le lien personnel, et vous leur donnez un avantage tout en leur permettant d'en donner à quelqu'un qui devient votre client. Le cinquième, et c'est l'un des meilleurs, le suivi de la fréquentation. C'est un gros morceau. Ce que nous avons pu voir en suivant la fréquentation dans nos salles de sport, c'est, disons, quelqu'un avec un abonnement de 3 fois par semaine. Il vient 3 fois, puis 3, puis 2, puis 1, puis 0, et il annule. On pouvait le voir clairement. Les gens commencent, puis ils diminuent progressivement et annulent. La corrélation la plus simple avec l'annulation est le manque de consommation. Si vous voulez que les gens restent épais, vous devez les faire utiliser votre service. Une chose que j'avais dans le monde du fitness et qui, je pense, vaut la peine d'être notée pour tout le monde, c'est que peu importe le prix d'un abonnement de salle de sport, un abonnement que vous n'utilisez jamais ne vaut jamais le coup. Que ce soit 5 $ ou 50 $, si quelqu'un ne l'utilise pas, même si c'est la chose la plus incroyable du monde, il n'arrêtera pas de payer à un moment donné, parce que c'est un gaspillage. Et à l'inverse, presque personne ne se plaint d'un abonnement de salle de sport qu'il utilise tous les jours, peu importe son prix. Si vous l'utilisez tous les jours, vous voudrez continuer à l'utiliser. L'objectif est donc la consommation. Le suivi de la fréquentation nous a aidé à obtenir un indicateur précoce que quelqu'un est sur le point d'abandonner. Et si vous n'avez pas d'indicateur précoce dans votre entreprise, c'est ce dont vous avez besoin. Parce que le désabonnement, c'est un indicateur retardé. Cela se produit après que le mal soit fait. Nous voulons savoir au moment où les mauvaises choses se produisent pour pouvoir transformer quelque chose de tragique en magique. Ce que nous avons découvert, c'est que si nous constations que quelqu'un manquait une séance sur les 3 prévues, si nous le contactions plusieurs fois la semaine suivante, il revenait à 3 séances par semaine. Et nous les sauvions, parce qu'ils découvraient que quelqu'un faisait attention à leur présence. Ils se sentaient donc responsables de venir parce que quelqu'un y prêtait attention. Et ça marche pour tout ce que vous vendez. Vous voulez vous assurer qu'ils savent que vous faites attention à leur consommation. La façon dont vous faites ces prises de contact est l'inverse des prospects. Pour un prospect, vous le contactez beaucoup le premier jour, moins le deuxième, encore moins le troisième, et finalement vous arrêtez. Avec les clients, quand vous les contactez, vous le faites une fois le premier jour. S'ils ne répondent pas, 2 fois le lendemain. S'ils ne répondent toujours pas, 3 fois. En gros, vous intensifiez plutôt que de diminuer. Parce que vous leur dites, nous devons régler ça. Et en associant cette structure de prise de contact au suivi de la fréquentation, vous pouvez passer d'un scénario à l'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour nous et pour tous les abonnements dont j'ai fait partie. Passons au numéro 6, également un gros morceau. L'intégration. C'est l'un de ces tueurs silencieux. Vous n'imagineriez pas à quel point il est important et efficace de mettre cela en place dans votre entreprise. Si vous avez une solution de type 1 à plusieurs, où vous intégrez 100 clients par jour, vous voulez automatiser l'intégration. Si vous avez n'importe quel type de service, je dirais honnêtement que même si c'est 100 $ par mois, vous pouvez toujours faire des intégrations de groupe. L'idée est d'avoir une expérience claire et chorégraphiée du premier au dernier jour. Et vous voulez leur dire ce qui va se passer. Le mot-clé dans tout ça, c'est la gestion des attentes. Vous voulez gérer les attentes et reconfirmer la décision d'achat. Essentiellement, vous leur revendez pourquoi ils ont choisi d'acheter chez vous au départ. Beaucoup de gens ont des doutes dans les 24 premières heures. Ils se rétractent, ils demandent un remboursement, ils n'ont même pas encore consommé le produit. Vous voulez donc reconfirmer la décision d'achat, leur dire pourquoi c'était une excellente idée, donner d'autres raisons qu'ils n'ont pas mentionnées, et confirmer celles qu'ils ont utilisées pour acheter. Ensuite, vous leur donnez la feuille de route, ce à quoi ils peuvent s'attendre de votre part. La relation client idéale, c'est simplement de fixer des attentes et de les satisfaire. Si ça ne tenait qu'à moi, je préférerais que vous fixiez et satisfassiez des attentes plusieurs fois plutôt que d'en fixer 20 et de les satisfaire tout en un jour. Laissez-moi vous donner un exemple. Si j'avais une agence de marketing qui faisait de la conception de sites web, du référencement, etc., il serait plus efficace de dire chaque jour ce sur quoi nous travaillons plutôt que de faire un bilan hebdomadaire. En 7 jours, ils obtiendront 7 cycles de rétroaction positifs avec vous. Imaginez que vous vous inscriviez et que le lendemain, on vous dise « nous avons déjà fait ça ». Cela reconfirme la décision d'achat et ils ont satisfait les attentes qu'ils ont fixées. Vous le faites encore et encore. Et au bout de 30 jours, ils se disent que vous êtes incroyable. C'est ce que vous voulez que les clients pensent de vous. Vous voulez donc gérer les attentes, reconfirmer la décision, et je pense à quelque chose comme une visite guidée. Comment utiliser le produit, comment utiliser notre service. Si cela se produit, que faites-vous? Ce processus, vous voulez le répéter encore et encore. Parce qu'ils n'écoutent pas, ils sont sur leur téléphone, ils ont leurs enfants à l'arrière. Ils ne se soucient pas tant que ça de votre entreprise. Ils l'ont acheté une fois sur un coup de tête. Vous voulez vous assurer qu'au moins une fois, ils entendent une partie et qu'ils peuvent assembler l'image complète.
L'intégration, si vous ne le faites pas, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, faites-le. Parce que vous serez étonné du nombre de clients que vous obtiendrez. Vous pourriez probablement ajouter 1 ou 2 mois à vos revenus récurrents en gérant correctement les attentes, en reconfirmant la décision et en les guidant à travers ce qu'ils viennent d'acheter. Et enfin, le numéro 7 porte bonheur, les éléments à débloquer. Qu'est-ce qu'un élément à débloquer? Bonne question, Jason. Les éléments à débloquer et les jalons. Maintenant, ça va être si douloureusement évident, et pourtant personne ne le fait. Que voulez-vous qu'un client fasse? Vraiment, en dehors de continuer à rester et à payer. Il y a d'autres choses, non? Dès le départ, ce que je veux que quelqu'un fasse, c'est qu'il s'active. Si vous n'avez pas défini ce qu'est l'activation, vous regardez les clients qui sont restés avec vous le plus longtemps et vous leur demandez ce qu'ils ont fait au début qui leur a apporté le plus de valeur. Vous pouvez également sonder votre clientèle à ce sujet. Une fois que vous avez bien compris ce point, tout ce que vous faites vise à activer les clients. Par exemple, si vous aviez un logiciel qui crée des pages de destination, vous pourriez découvrir que si vous amenez quelqu'un à passer à une URL personnalisée, il reste 5 fois plus longtemps. Pour Gymlaunch, c'était si nous obtenions une vente de 2000 $ pour quelqu'un dans les 7 premiers jours, la probabilité qu'il reste et continue de payer était monstrueuse. Nous avons donc mis beaucoup d'efforts pour nous assurer que les gens réalisaient une vente importante la première semaine. Si j'ai quelqu'un qui veut perdre du poids, je veux qu'il perde 5 livres ou plus la première semaine. Ce sont des points clés qui semblent évidents, mais si c'est si important, pourquoi ne mettons-nous pas tous nos efforts dans cette direction? Une autre entreprise de logiciels que je connais appelait ça le problème des 5 premiers clients. Ils devaient amener des entraîneurs sur un logiciel, et ils ont réalisé que s'ils leur obtenaient 5 clients, ils n'annuleraient jamais. Tout visait donc à obtenir les 5 premiers clients. Tout ça, c'est l'activation. C'est l'étape 1. Étape 2. Que voudrais-je d'autre de notre client? Je ne sais pas pour vous, mais je voudrais un témoignage. Si je les ai activés et qu'ils sont heureux, voyons maintenant s'ils peuvent m'amener plus de clients. Je veux donc obtenir un avis, un témoignage. Vous pouvez le faire de différentes manières. Numéro 3, je veux une recommandation. Vous savez, les gens, pourquoi me détestez-vous? Pourquoi ne voulez-vous pas parler de mon produit à vos amis? Vous les détestez, ou vous me détestez? Vous détestez l'un de nous. Nous devons donc trouver ce que c'est. C'est là que le rapport entre en jeu et l'importance de votre entreprise. Numéro 4, l'ascension. Une étude de recherche formidable a été réalisée par l'une de ces grandes entreprises fortune. Ils ont découvert que la meilleure chose que vous puissiez faire pour fidéliser les clients est de les amener à acheter autre chose. Parce qu'à un certain point, les gens ont cette envie d'acheter. Et si vous ne les satisfaites pas en leur proposant une autre offre, ils iront simplement acheter ailleurs. Aussi bête que cela puisse paraître, parfois, la meilleure façon de fidéliser quelqu'un est de lui vendre à nouveau, et de lui vendre quelque chose d'autre ou de plus grand. Si j'avais un client, je voudrais qu'il s'active, qu'il me laisse un témoignage, qu'il envoie une recommandation et qu'il achète plus de choses et des choses plus chères. Eh bien, si c'est ce que je veux qu'il fasse, alors pourquoi ne pas en faire des éléments à débloquer? Les éléments à débloquer sont un autre mot savant pour les bonus que quelqu'un obtient après avoir fait une certaine chose. Si je veux que tout le monde s'active, je pourrais mettre une grosse carotte au bout de mon indicateur de performance clé pour l'activation. Les éléments à débloquer peuvent être basés sur l'activité ou sur l'ancienneté. Ils obtiennent ceci au bout de 3 mois, ceci au bout de 8 mois, ceci au bout de 15 mois. Et vous pouvez même étendre cet horizon temporel. Et si vous ne suivez pas cela chaque mois, ce que vous devriez absolument faire, vous devriez être en mesure de faire grimper ce chiffre. Vous devriez voir chaque mois, ok, nous sommes à 3,7 mois. D'accord, nous sommes à 4,2 mois. D'accord, que faisons-nous pour passer de 4,2 à 4,7? Et vous continuez simplement à ajouter et à boucher les trous du seau. Parce que je vous promets qu'avec la rétention, ce n'est pas la solution miracle. Ce sont toutes ces choses mises ensemble. Et quand nous avons fait ça, notre taux de désabonnement est passé de 11% à 6% par mois. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela en vaut la peine. Parlons de la rétention. Disons que vous vendez quelque chose à 100 $ par mois. Votre taux de désabonnement, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui partent chaque mois, est de 10%. Vous avez 100 clients. Un mois plus tard, vous en avez 90. Votre valeur à vie par client est de 1000 $. Cela signifie qu'il reste en moyenne 10 mois. C'est la version 1. Maintenant, si tout ce que nous faisons, c'est de faire passer ce taux de 10% à 5%. Ça ne semble pas être une grande différence, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous montrer à quel point c'est une grande différence. Votre nouvelle valeur à vie par client est de 2000 $. Et pendant que tout le monde dans votre secteur se demande comment obtenir plus de clients, si vous pouvez doubler la valeur de vos clients, vous faites plus que doubler vos revenus. Mais deuxièmement, vous ferez plus que doubler vos profits, car vous n'avez pas à payer le coût d'acquisition supplémentaire à chaque fois pour générer ces revenus supplémentaires. Toutes les économies vont directement à votre résultat net. La marge supplémentaire est énorme. Et devinez quel autre bonus vous obtenez. Si tout le monde ne peut dépenser que, disons, 300 $ pour acquérir un client, devinez quoi? Vous pouvez dépenser 600 $ pour acquérir un client. Voici la chose folle.
Si vous ne pouvez dépenser que 300 $, vous pourriez plafonner à, disons, 1000 $ par jour en dépenses publicitaires. Mais si vous pouvez en dépenser 650 $, vous pourriez plafonner à 100 000 $ par jour. Obtenir un doublement de la valeur à vie. Je vais vous donner un exemple pour l'une de nos entreprises. Nous avons multiplié la valeur à vie par 1,9. C'est passé de 2 millions par mois à 2 millions par semaine. C'est pourquoi c'est important. Nous avons parlé de ce qu'est la rétention, pourquoi c'est important. Vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent en changeant simplement les choses que vous faites à l'intérieur de l'entreprise. Vous serez aussi une meilleure entreprise dans l'ensemble. Mais le troisième point était de savoir comment le changer réellement. Je vais vous donner un bonus numéro 4. Par quoi devrais-je commencer ? Si je devais vous donner un ordre pour ces choses, je penserais à la fois au coût de mise en place et au retour sur investissement. Numéro 1 serait l'intégration. Vous ajoutez littéralement une étape au processus après la conclusion d'une vente. Vous réaffirmez la décision, vous gérez les attentes, puis vous leur donnez la feuille de route, la visite guidée. Ce qui va se passer ensuite, c'est tout ce que vous faites. Et vous leur parlez, vous les faites se sentir comme un être humain.